Quelle que soit notre étendue de la science ou quelle que soit notre expérience. إذن الإخوان تنشكرهم على العمل اللي قاموا به je cède la parole aux confrères. Merci. Merci. Merci Monsieur le Président pour l'introduction. Effectivement, le Stade Amrani voulait être présent avec nous, il y avait un petit souci de santé, donc ça nous a après le relais. C'est un thème qui ne nous dit pas beaucoup de choses en termes de jurisprudence, mais qui est très technique, c'est un terme de droit des affaires pur, c'est-à-dire que c'est un thème qui va en adéquation avec l'image du notaire tel qu'on aimerait, c'est-à-dire le voir. C'est un thème qui fait en sorte que le notariat soit toujours en phase avec les mouvements et les mutations de notre pays, ainsi que c'est-à-dire la réception des investisseurs étrangers, parce qu'on estime que le notaire est la personne la plus à même à recevoir un investisseur étranger dès qu'il débarque au Maroc. Donc il ne s'agit pas de traiter ici la législation d'échange dans sa globalité, parce qu'on ne finira pas, il y a beaucoup de choses à dire. Il s'agit de trouver les points des relations qu'il peut y avoir entre le notaire et certaines dispositions des circulaires de l'office d'échange, ainsi que des obligations qui peuvent lui incomber de par ces dispositions-là. Donc la première, l'office d'échange avec, il faut qu'on sache déjà qu'est-ce que c'est que l'office d'échange, à quoi il sert. L'office d'échange avec le ministère de la Finance et Banque Al-Maghreb ainsi que les banques, ce sont les gardiens de quelque chose, les gardiens de la réserve d'échange du Maroc. La réserve d'échange, ça n'est pas rien. Si on peut vulgariser ça, c'est un sac dans lequel on met des devises et dans lequel on puise des devises. C'est-à-dire qu'il est tout le temps alimenté soit par des investisseurs étrangers, soit par le tourisme, soit par diverses sources, et il est tout le temps utilisé soit pour nous quand on veut sortir avec nos dotations touristiques, ou lorsqu'une entreprise marocaine veut investir en Afrique ou ailleurs. Et il faut toujours qu'il y ait un équilibre dans ce sac-là. S'il y a un déséquilibre, c'est la banqueroute, c'est la faillite. On n'a pas une monnaie qui est forte, on a besoin constamment de devises pour pouvoir acheter ne serait-ce que nos matières premières, parce qu'on importe énormément de choses. Il faut savoir qu'on n'a toujours pas d'autosuffisance, par exemple en termes de blé ou autre, ni en termes de pétrole d'ailleurs, et qu'on a toujours besoin de ces devises-là, et l'office d'échange est l'un des gardiens de cette caisse-là, si vous voulez, parce que si tout était permis à tout le monde, on n'aurait plus de réserve de change, et ça serait très préjudiciable. Ça arrive à certains pays, tels que la Grèce ou un petit peu l'Égypte. Donc il faut dire que là-dessus, on a quand même des autorités monétaires qui sont très strictes et qui gèrent plus ou moins bien. Maintenant, avec cette histoire de libéralisation du dirham, je ne sais pas ce qui va se passer, on n'a pas encore assez de visibilité, mais normalement, jusque-là, ils ont bien conduit la barre. Donc ça d'une part. D'autre part, dans ce contexte, notre pays, le Maroc, aspire à donner une certaine image, c'est-à-dire contrairement à certains de nos voisins, on essaie d'être ouvert vers l'étranger, on essaie d'être un pôle économique, on essaie de faire amener les investissements directs à l'étranger dont on a énormément besoin. Et là encore, pour pouvoir le faire, il faut qu'il y ait un climat des affaires qui puisse le permettre, une législation plus ou moins souple, et il faut permettre bien sûr à cet investisseur, une fois qu'il va investir ici, de pouvoir transférer tous ses revenus ou le produit de ses investissements, etc. On le verra, il y a différentes manières. On est parti sur un schéma général en parlant des formes de l'investissement. Donc déjà, l'office d'échange énumère clairement quelles sont les formes d'investissement qui peuvent donner lieu plus tard à un retransfert éventuel de ces fonds, les modalités de financement de l'investissement, c'est-à-dire par quel canal ces fonds-là sont arrivés ici, la garantie de retransfert de l'investissement. Là, on va parler comment cet investisseur-là peut, d'ailleurs par le concours de son notaire, pouvoir sur certaines opérations garantir ce retransfert, parce que c'est un droit qu'il peut avoir, mais s'il n'est pas réellement et de manière efficiente opéré, et c'est comme l'exonération de la TPI. Vous avez l'exonération, mais il faut déposer le dossier. Donc si vous ne le déposez pas, vous ne l'obtenez pas. C'est pas parce que vous avez le droit que vous êtes exempté de la formalité.
Il y a les régimes des comptes à ouvrir au Maroc. On a estimé par les investisseurs étrangers, ou MRE, on a estimé avec Oussad Zrak qu'il fallait quand même qu'on ait des notions des différents comptes, parce que c'est plus bancaire que juridique. Mais il faut, pourquoi? Parce parfois on doit prendre le choix de déposer certains fonds dans un compte ou dans un autre en fonction de la situation de l'investisseur. Donc il faut qu'on sache qu'on ait, qu'on ait la notion des nuances entre ces comptes qui sont généralement réservés pour les non-résidents, donc on ne les connaît pas beaucoup. Il y a les possibilités de transfert relatifs aux opérations d'investissement. Donc là, au départ, la garantie de retransfert, on est en amont de l'opération. L'investisseur, il vient, il fait son opération, on va l'assister, il va laisser sa garantie de retransfert et par la suite, il se laisse cette possibilité de transfert relatif aux opérations d'investissement. Donc on verra quels sont les différents, bien sûr, il y a des sous-parties dans cette partie, on verra quelles sont les différentes possibilités de transfert qu'il peut avoir. Enfin, on a trouvé que la contribution libératoire était une notion aussi qu'on devait absolument traiter, qui a un rapport avec l'office d'échange, très, très intimement même, surtout que maintenant il commence à y avoir l'échange des données entre les différents services fiscaux, notamment entre le Maroc et la France, ou le Maroc et l'Espagne. Donc on verra de plus en plus de clients inquiets qui viendront, parce que ceux qui ont des biens ou des avoirs à l'étranger, tant qu'ils ne sont pas inquiétés, ils n'iront pas forcément faire ce qu'il faut, à part si vraiment ils sont consciencieux. Mais là, avec cet échange-là d'informations, ça devient vraiment une priorité. On verra de plus en plus de clients qui viendront et qui seront inquiétés par cet aspect-là de contribution libératoire, sachant que l'État a essayé, connaît ce qui se passe au Maroc. Il sait parfaitement. Il y a même un registre, par exemple en Espagne, de toutes les personnes qui détiennent, marocaines, qui détiennent des résidences en Espagne, qui a été transférée par la conservation à l'office d'échange. Les sanctions vont tomber. Donc maintenant, le citoyen a toute l'attitude à aller régulariser sa situation, d'autant plus que dans certains cas, on lui permet de garder ces avoirs-là à l'étranger. Donc voilà. Dans le cadre de la politique gouvernementale visant l'ouverture de l'économie nationale, comme j'ai dit tout à l'heure, sur l'extérieur, et la libéralisation d'échanges applicables aux opérations d'investissement réalisées au Maroc, il y a eu des assouplissements. Il faut savoir qu'au début, juste pour investir de l'étranger, il y avait des blocages au Maroc, comme ce qui est le cas par exemple en Algérie actuellement, ou dans d'autres pays. Le Maroc a enlevé ces barrières-là. Et globalement, d'après ce que j'ai compris aussi avec Maître Zrak au niveau de cette étude-là qu'on a faite, c'est que les pays en voie de développement n'ont pas trop de regard sur les investissements quand ils rentrent. Mais ils ont surtout un souci lorsqu'ils sortent. Alors que les pays développés, je ne sais pas, comme la France, n'a aucun problème à laisser ses investisseurs étrangers aller investir partout dans le monde, tant que ce n'est pas des paradis fiscaux, etc. Mais parce qu'elle sait que la source de ces fonds est une source propre et qu'il n'y a pas de souci. Mais elle a un problème à chaque fois qu'il s'agit de rentrer de devises de l'étranger et fait des vérifications. Moi j'ai un client par exemple pour lequel on avait obtenu une autorisation de transfert des fonds il y a 2 ans, qui est toujours en train de justifier, une fois que l'argent est arrivé là-bas, de rendre compte aux autorités monétaires françaises de la provenance de ces fonds, et il demande aussi beaucoup de choses. Donc là encore, il y a beaucoup de choses à dire. Par investissement étranger, donc on a décidé déjà de définir ce que c'est qu'un investissement étranger. Il faut entendre au sens de la réglementation d'échange des investissements réalisés par les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère. Donc ici, le mot-clé c'est nationalité étrangère. Non résidente ou résidente. Et les personnes physiques de nationalité marocaine établies à l'étranger, les LRE. Et en vertu de la circulaire du 15 septembre 1992, le régime de convertibilité garantit aux investisseurs concernés sur le plan de la réglementation d'échange l'entière liberté. 1. Pour la réalisation de leurs opérations d'investissement au Maroc, le transfert des revenus et produits d'investissement et quand je parle de revenus, bien sûr il y a les revenus des investissements, c'est-à-dire ce qu'ils engendrent au cours de leur investissement, et le produit ou la liquidation et la cession de leur investissement, ça veut dire que le jour où ils voudront partir et récupérer la plus-value de leur investissement. Donc encore une fois, c'est fondamental pour l'État marocain de garantir à ces investisseurs-là la possibilité de retransférer leurs fonds, bien sûr selon des conditions et des règles bien définies, mais c'est vraiment un axe pour lequel et le gouvernement et même des instructions royales ont été
dite est assurée parce que c'est une garantie que donne l'État marocain au reste du monde. Donc les formes de l'investissement prévues par la circulaire 1582 de septembre 92 peut revertir les formes suivantes, et je pense que le notaire est parfaitement habilité à plus ou moins interférer dans n'importe lequel de ces opérations-là: les créations de sociétés conformément aux dispositions légales, la prise de participation au capital d'une société en cours de formation, la prise de participation au capital d'une société existante, donc par l'acquisition de parts, etc., la souscription à l'augmentation de capital d'une société existante, la création d'une succursale ou d'un bureau de liaison. Donc là encore, il faut qu'on puisse savoir ce que c'est qu'une succursale. Et un bureau de liaison, un bureau de représentation, c'est une forme d'implantation ou une antenne commerciale ou de l'entreprise exportatrice sur un marché étranger qui ne dispose pas de la personnalité juridique et fiscale propre, contrairement à une filiale. Donc ils n'ont qu'une antenne dans ce pays-là, et cette antenne-là, elle a les moyens aussi de pouvoir faire son activité. C'est des extensions, des annexes, si vous voulez, de l'entreprise exportatrice, et ça peut donner lieu à une création d'une personnalité juridique distincte à un moment donné, ou juste d'une présence permanente. Donc il y a aussi l'apport, l'acquisition de valeurs mobilières marocaines, l'apport en compte courant d'associés en numéraire ou en créances commerciales, les concours financiers à court terme non rémunérés, les crédits en devises, et surtout l'acquisition des biens immeubles et de droits de jouissance attachés à ces biens. Donc là encore, on voit un engouement, surtout sur des villes comme Marrakech ou dans les villes touristiques, pour l'acquisition de biens immeubles. D'ailleurs, nos confrères de Marrakech sont très, c'est-à-dire familiers, on va dire, avec ces notions d'office d'échange. Il n'y a pas de raison qu'à Casablanca aussi, pour l'économie, nous ne puissions pas être des experts en la matière. Le financement sur fonds propres de travaux de construction, la création-acquisition d'une entreprise individuelle et l'apport en nature, donc les terrains, les constructions, valeurs mobilières. Ces opérations peuvent être effectuées dans tous les secteurs d'activité économique, étant entendu que les investisseurs doivent se conformer bien sûr aux dispositions réglementaires dans le secteur concerné. Donc encore une fois, c'est une liste qui est plus ou moins non exhaustive, mais qui reflète les formes de l'investissement de l'investisseur étranger désireux d'investir au Maroc. Maintenant, on va voir les modalités de financement de l'investissement. Il sait ce qu'il va faire, cet investisseur, il vient d'arriver au Maroc, mais il ne sait pas par quels moyens il va le faire, et ce qui nous importe, nous, c'est quels sont les canaux par lesquels il va ramener ses fonds. C'est le plus important, parce que c'est ce qui nous permettra d'avoir des possibilités par la suite de retransfert. Donc les